Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Yamaha XSR 900 Abarth. Allez, c'est parti! Les amis, j'ai encore la chance d'avoir un de mes abonnés qui est venu jusqu'ici afin de me prêter une moto très rare, vu qu'il s'agit d'un modèle édition limitée à 695 exemplaires. Donc merci encore à lui de me prêter une machine aussi exceptionnelle. Donc vous connaissez peut-être bien sûr la MT-09 de chez Yamaha, qui est un roadster sport qui a été très populaire depuis sa sortie il y a maintenant plusieurs années. Et vous connaissez aussi sa variante néo-rétro, la XSR 900. Donc la XSR 900, c'est globalement au niveau technique une MT-09. Il y a très peu, voire quasiment pas de différence technique. Mais au niveau de l'esthétique, c'est vraiment du néo-rétro parce que on retrouve une volonté de vouloir ressembler à ce qui se faisait par le passé, bien que globalement la machine est quand même une esthétique relativement moderne. Et aujourd'hui, je suis sur une édition limitée de cette XSR 900, une édition limitée qui a été faite en partenariat avec le constructeur italien Abarth. Je rappelle pour ceux qui l'ignoraient que Abarth, c'est actuellement la finition sport des Fiat. Et donc c'est une édition limitée à 695 exemplaires pour faire référence à la Abarth 695. Et il y a d'ailleurs eu à la même époque une Abarth 695 qui était du même coloris avec une finition conforme à cette Yamaha XSR 900. Et normalement, cette version Abarth est esthétiquement assez différente de la XSR, on va dire de base, à cause des pièces en carbone qui sont rajoutées sur celle-ci. Mais aujourd'hui, la moto a été un peu modifiée car la position de conduite qui est normalement sur cette version Abarth est juste insupportable. C'est quelque chose qui revient dans la plupart des tests. Donc vous n'avez pas la bulle à l'avant en carbone, celle-ci a été supprimée, et le guidon bracelet qui redescend vers le bas a été également remplacé, vous le voyez, par un guidon standard de XSR 900. Pour le reste, on retrouve bien sûr la finition Abarth. Vous avez le logo Abarth qui est assez présent sur cette machine. Vous avez le garde-boue avant en carbone. Vous avez surtout le capot de selle très enveloppant à l'arrière en carbone, qui est très certainement la plus jolie pièce de cette machine. La moto en finition Abarth est également directement équipée d'un échappement à double sortie de chez Akrapovic, qui est siglé XSR 900. Et en plus de la finition Abarth, cette machine a été un peu accessoirisée. Vous avez beaucoup des options qui étaient disponibles à l'époque. Par exemple, les deux leviers ont été remplacés par des modèles en aluminium réglables. Vous avez une protection du radiateur siglée XSR 900. Les commandes au pied ont été remplacées par des modèles reculés. Et c'était d'ailleurs ce qui était souvent reproché à cette machine, vu la position très penchée vers l'avant d'origine, avoir des commandes standards, c'était vraiment bizarre. Aujourd'hui, on a les commandes reculées en aluminium. Donc je rappelle bien sûr que la XSR 900 est motorisée par un 3 cylindres, le même que sur la MT-09. Et d'ailleurs, c'est un 3 cylindres de 850 cm3 et non pas 900. Celui-ci est bien sûr à injection et développe 115 chevaux, la même chose que sur la MT-09. Concernant l'ergonomie, cette moto, avec ce guidon standard, a une position relativement facile. On est assez droit, le guidon est large, ça donne un bon bras de levier. Par contre, je suis vraiment pas fan de la sensation qu'on a au niveau de l'entrejambe, car le réservoir est un peu large et ça me fait des points d'appui, des arêtes un peu saillantes au niveau des cuisses. C'est relativement désagréable. Je ne peux pas serrer le réservoir sans que ça me fasse une sensation vraiment déplaisante. La position est néanmoins suffisamment droite pour qu'on puisse prendre les infos bien comme il faut autour de nous, grâce une fois de plus à ce guidon qui a été remplacé. Et si je désire, vous le voyez, regardez carrément derrière, c'est faisable sans lâcher le guidon. Sur cette moto, on a encore les rétroviseurs d'origine qui sont typiques à Yamaha. C'est un modèle qu'on a déjà vu sur plein d'autres motos de cette marque. Ils sont suffisamment bien placés et larges pour voir efficacement ce qui se passe derrière, même s'il y a à peu près la moitié du miroir qui me montre quand même mes coudes. Alors maintenant je sors de l'agglomération, j'ai essayé d'accélérer un peu, il faut que je me méfie car ce moteur est réputé assez brutal. Allez, let's go!
les amis, ce moteur marche toujours aussi bien. Et je suis assez surpris par la sonorité moteur. C'est pas si fort que ça, cet échappement à Krapovic est relativement mélodieux. On l'entend pas vraiment quand on roule à faible régime. Et quand on monte dans les tours, on a une sonorité sympa, donc c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez voir d'ailleurs qu'actuellement, il n'y a qu'une des deux chicanes sur la moto. Alors, j'arrive comme d'habitude sur le virage que je prends à basse vitesse. Là, vous voyez, je suis en deuxième, à 25 km/h. La machine est relativement facile, hein. On le sent que c'est une moto qui est quand même un petit peu grosse. C'est un 900. Mais pour son gabarit, elle est finalement relativement légère. Elle est donnée sur la fiche constructeur à 195 kg tout plein fait, ce qui est vraiment pas mal. Comme d'habitude les amis, je vais utiliser cette route afin de tester l'accélération. Cette machine, comme je l'ai dit plusieurs fois, est dérivée de la MT-09 et donc on retrouve à peu près le même package électronique. Vous avez différents modes d'injection, le mode A, le mode standard et le mode B. Le mode A est donné pour avoir un maximum de réponse à l'accélération et de mémoire. Lorsque j'avais testé la MT-09, ce mode A était très désagréable. Le mode standard garde la même puissance mais avec une réponse à l'accélération un peu plus cool et plus, on va dire, normale. Et le mode B est lui réservé, on va dire, plutôt à la pluie. On a aussi un traction control sur cette moto qui est réglable sur deux positions. Actuellement il est sur la position 1 qui est le plus permissif et on peut aussi le mettre en 2 pour vraiment être certain que en cas de pluie par exemple la machine restera au sol. Donc je vais faire une première fois ce test d'accélération en mode standard. Je réessayerai si nécessaire de le faire dans l'autre sens en mode A et on verra s'il y a une réelle différence en termes de performance. Je ne pense pas, ça devrait juste être une différence de ressenti. Allez, je rappelle juste qu'elle fait 115 chevaux pour 195 kg. Let's go! Eh bien les amis, ce moteur est toujours aussi performant, même en mode standard. Clairement, si j'avais accéléré plus fort que ça, je serais parti en roue. On le sent qu'il y a un transfert de masse assez important. Et là, je n'ai pas accéléré à fond, hein, clairement. Mais c'est déjà très performant, c'est relativement linéaire. Ce moteur marche vraiment très bien. Et c'est pour ça que la MT-09 et ses dérivés se sont aussi bien vendus. Maintenant, je vais faire comme d'habitude un petit test d'angle de braquage. Donc vous voyez que du haut de mon mètre 70, je peux avoir un pied à plat, l'autre sur le frein, ou alors j'ai les deux pieds sur la pointe. Donc c'est pas la hauteur de selle qui est spécialement gênante, c'est l'entrejambe qui est selon moi plus large que sur une MT-09 et donc j'ai des appuis qui sont un peu moins bons, mais ça reste gérable. Je signale bien sûr mon intention de tourner, je braque à fond, l'angle a l'air standard. Voyons si je réussis à maintenir la machine sur la route ou si je suis obligé de sortir. Ça avance tranquillement. Et s'il y avait eu un trottoir, je pense que je tapais dedans. Je vais maintenant changer de mode. Donc je me suis mis sur le mode A, qui est le mode le plus brutal. On va voir si sur cette machine, si on retrouve le même côté désagréable que ce que j'avais pu voir sur la MT-09 et leur équivalent en traceur. Allez, c'est reparti. Let's go. Bon, clairement, j'ai pas vraiment osé accélérer très fort et je vois pas de différence en termes de performance pour l'instant. Maintenant je vais tester un peu le freinage, donc je freine de l'arrière, ça freine déjà plutôt pas mal. Le frein avant a l'air assez bon. On n'a pas un mordant énorme sur le tout début du freinage. Je vais d'ailleurs essayer de refaire ce test de freinage à un petit peu plus vive allure. Allez, ouais. Voilà pourquoi le mode A est désagréable. Vous êtes à bas régime à une vingtaine de km/h, vous accélérez à peine et tout de suite la moto elle veut vous catapulter. C'est là que c'est dangereux, parce qu'en fait c'est dans les moments où on s'y attend pas que la machine veut partir d'un seul coup. Donc je me remets sur le mode standard et ensuite je teste le freinage. Allez, let's go. Maintenant, donc je freine de l'arrière, ça freine déjà plutôt pas mal, et le frein avant, ouais, le frein avant est dans la moyenne de ce qui se fait actuellement, mais on n'est clairement pas au niveau du meilleur. On n'est pas au niveau de ce qu'il y aurait chez Brembo ou même sur d'autres machines, d'autres marques. Là, c'est standard. C'est pas mauvais,
c'est pas excellent non plus. Ce qui me surprend aussi un peu sur cette machine, c'est qu'il n'y a pas de shifter. Peut-être que c'était proposé en option, mais il n'y a pas de shifter d'origine. Pour une machine à ce prix-là, c'est vraiment pas donné. Bon, vous l'aurez compris, hein, je vais continuer le test en mode standard. Ça me paraît bien plus raisonnable et de toute façon, la moto ne sera pas moins performante. Me voilà maintenant dans un petit rond-point. La machine est vraiment facile, hein. Elle s'incline sans aucun effort et elle est équipée de roues standard, hein. C'est du 17 pouces à l'avant, à l'arrière, en 120 le pneu à l'avant et 180 à l'arrière. Donc vraiment tout ce qu'il y a de plus standard. Allez, je réaccélère un petit peu. Ah, ce moteur est vraiment performant. Dès qu'on dépasse les 3000 tours, ça marche tout le temps. Et à l'inverse, si j'ai aussi envie de cruiser, vous voyez que je suis en 6ème à 70, à peu près 2500 tours. Et si je veux accélérer, bah, il y a encore largement suffisamment de patates. On retrouve un peu les caractéristiques d'un 4 cylindres en fait au niveau de la plage d'utilisation. C'est vraiment pas mal, hein. Au niveau des commodos, cette machine est équipée de la même chose que sa sœur MT-09. On a les tout petits commodos avec des boutons très petits et très rapprochés les uns les autres. Sur la gauche, bien sûr, tout ce qui contrôle l'éclairage ainsi que le traction control. Et sur la droite, vous avez un seul bouton qui fait coupe-circuit et démarreur, celui qui permet de changer les modes ainsi que les feux de détresse. Le compteur sur cette moto se veut un petit peu vintage et on retrouve donc un compteur rond, ce qui est plutôt pas mal pour le style de la moto. À l'intérieur, c'est un écran à cristaux liquides avec des cristaux qui reflètent en blanc. C'est plutôt lisible. L'écran par contre est relativement petit et vous avez pas mal d'infos, donc il faut du temps pour retrouver ce qu'on cherche. On a bien sûr un indicateur de rapport engagé, vous avez également votre vitesse, le contour, vous avez les informations concernant le mode sélectionné ainsi que le traction control, et vous pouvez faire défiler avec les boutons du compteur, il n'y a pas de commande au guidon, la conso instantanée, conso moyenne, globalement, il n'y a pas réellement d'infos qui manquent. Vous avez aussi bien sûr une jauge de carburant. Avec le mode standard, hein, quand vous voulez rouler cool, c'est parfaitement faisable. Ce qui n'est pas vraiment le cas lorsque vous êtes sur le mode A. Je m'aperçois d'ailleurs que, comme chez Kawasaki, vous avez un petit voyant éco qui s'affiche lorsque vous avez une conduite raisonnable. Je vais maintenant faire un test de souplesse, donc je vais essayer de monter tous les rapports. 3, 4, 5, 6. Donc je suis en 6ème à 30 km/h. Et même si le moteur, on le sent, il tremble un peu, il est vraiment à la limite, eh bien il suffit de réaccélérer à peine et ça reprend. Franchement, c'est une fois de plus très bon hein, sur la souplesse. Alors de nouveau un petit virage à basse vitesse, ça s'incline vraiment facilement avec ce guidon, hein. Je pense que avec la version Abarth d'origine et le guidon bracelet, ça doit vraiment pas être la même chose, hein. Bon, ici je suis en 4ème à 60 et en côte, j'accélère à fond. Et vous voyez que c'est très efficace. Dans cette configuration là, c'était pas brutal. Et la sonorité, lorsqu'on reprend comme ça, elle est un peu rauque, on a l'impression que ça grogne, ça fait un... Perso, j'adore. Maintenant, me voilà sur le petit Dodan, j'arrive à 30 km/h. La suspension est suffisante, dirons-nous. C'est pas non plus extrêmement mou comme ça pouvait l'être sur les premières MT-07. Là, je vais essayer de le prendre un tout petit peu plus vite. Je suis à peu près à 40. La suspension à l'arrière semble de moins bonne qualité qu'à l'avant. D'ailleurs, il y a juste un réglage en précharge à l'arrière. Ça s'écrase pas non plus complètement, mais c'est pas aussi ferme que ce qu'on peut attendre d'une machine avec des performances moteurs de ce niveau. Et à l'avant, on a une fourche inversée, ce qui est surprenant pour un truc néo-rétro, qui est réglable. Et elle a l'air de meilleure qualité donc que l'amortisseur. Ah, ce moteur, quand vous êtes comme ça en 3ème à bas régime, vous remettez les gaz, c'est
vraiment performant. Par contre, je suis toujours aussi surpris que cette moto n'ait pas été équipée d'un shifter. Surtout qu'en plus la boîte, bah, elle a bien les caractéristiques d'une boîte Yamaha, quoi. Elle est un petit peu rétive, il faut forcer un petit peu dessus. On n'est pas sur ce qu'on a actuellement sur la nouvelle MT-09. Allez, on va se marrer un peu dans cette succession de virages. Il faut quand même que je me méfie parce que c'est très humide. Le frein est suffisant, mais il faut avouer que le ressenti que j'ai au début du freinage ne me rassure pas plus que ça, quoi. Par contre, le moteur, c'est vraiment une dinguerie, quoi. Et on va réaccélérer. En termes de performance, hein, ce moteur CP3 n'a vraiment rien à se reprocher, hein. On a du couple, il y a de la longe, il y a tout ce qu'on veut en fait, hein. En fait, ce moteur, il est même presque trop performant. Je sais pas si c'est parce qu'il est vraiment trop balèze pour la partie cycle et pour le reste de la machine, mais quand j'accélère un peu fort, en fait, je me sens presque dépassé par le moteur. C'est un peu bizarre. Et j'avais pas ce sentiment lorsque j'ai testé la toute dernière MT-09, le modèle 2021. On va bien sûr, comme d'habitude, faire un petit passage sur l'autoroute. Allez, on va essayer de dépasser ce camion par la même occasion. Vous l'aurez compris, hein, il n'y a aucune difficulté pour dépasser, vu les perfs du moteur. Faut d'ailleurs rester un œil rivé sur le compteur parce que vous vous retrouvez très facilement au-delà des limites. Je vais maintenant faire un test de relance. Je suis à 110 en 6ème, j'accélère à fond. 120, 130, 140, et là j'arrive dans la perf. Bon, alors là j'ai été un peu surpris parce qu'en fait quand on dépasse les 140, 150, eh bien on sent que le guidon il commence à vouloir partir un peu tout seul, quoi. Un amortisseur de direction ne serait pas de trop, ça veut un petit peu guidonner et vous avez pas mal de vibrations qui remontent sur les repose-pieds. Au final, j'avais l'impression que la machine elle voulait partir sans moi. Sinon, une assez bonne surprise, vous voyez que sur l'autoroute à 110, je peux rester la visière grande ouverte, j'ai pas vraiment d'air qui arrive sur mon casque, c'est assez surprenant. D'ailleurs, pour parler de l'éclairage de cette machine, pour donner un look rétro à la moto, ils ont repris le phare avant qu'il y avait à l'époque sur la XJR 1300 Racer, qui était une version donc café Racer de la XJR 1300. Le phare est le même. Là, il n'est pas placé exactement pareil que d'origine, à cause bien sûr de la modification avec la bulle qui a été supprimée. Les clignotants sur cette machine ont été remplacés par des modèles bien plus petits. Et à l'arrière, on a un gros feu rond à LED qui s'intègre parfaitement, bien sûr, dans la coque en carbone. C'est plutôt joli. Si jamais vous désirez utiliser cette moto au quotidien, dans un trafic un peu dense comme actuellement, eh bien je pense que c'est parfaitement faisable. Par contre, il faudra bien garder à l'esprit que si vous êtes sur le mode A, la moto est vraiment trop brutale pour ce genre d'utilisation. En mode standard, ça va. Et peut-être même que le mode au final B sera le plus adapté si vous roulez en ville. En fait, pour revenir en fait sur les sensations avec la partie cycle de cette moto, on sent qu'ils n'ont vraiment pas fait d'effort.
parce que déjà la MT-09 était, on va dire, décriée à l'époque à cause de la piètre qualité des suspensions par rapport au moteur qui lui est excellent. Et le problème, c'est que sur celle-ci, ils n'ont pas fait de modification. C'est, si je ne me trompe pas, les mêmes freins, les mêmes suspensions. Les freins, ça passe encore. Mais alors, dès que vous dépassez les 160, 170, vous avez vraiment l'impression d'un seul coup que la moto, elle est complètement dépassée, qu'elle gère absolument rien, quoi. Et c'est vraiment dommage. Et une fois de plus, je n'ai absolument pas eu cette sensation lorsque j'avais testé la MT-09 2021. Bon, maintenant je pense avoir fait le tour des caractéristiques, on va dire, routières de cette machine. Parlons maintenant des autres aspects de cette machine. Tout d'abord, au niveau des rangements, vous avez la possibilité de démonter la selle avec le capot de selle en carbone, et en dessous vous avez un petit rangement. Vous pouvez lui mettre un gilet jaune, c'est pas gigantesque, et surtout avec cette finition en carbone, je pense pas que vous allez souvent démonter la selle de peur de faire une rayure dessus, vu que cette édition limitée, vous ne pouvez pas avoir de pièces limitées. Si jamais vous venez à casser une pièce en carbone ou typique à cette machine, eh bien vous ne pourrez jamais en avoir d'autres. Yamaha n'en fournit pas. Bien qu'aujourd'hui on ait la selle en Alcantara qui semble être monoplace avec le capot à l'arrière, en fait c'est une selle biplace. Il faut juste enlever le capot en carbone pour pouvoir prendre un passager. Au niveau de la consommation, on est plutôt pas mal, vu que ce moteur consomme en moyenne 5,5 litres. C'est vraiment pas mal vu les performances de celui-ci. Donc finalement, que dire de cette finition Abarth de la XSR 900? Déjà, il faut que vous aimiez la XSR 900, hein, sinon au niveau du look, il n'y a pas suffisamment de différence pour vraiment vous orienter sur cette machine. Il faut être conscient que cette machine est très chère, est clairement beaucoup trop chère par rapport à ce qu'elle propose. Elle est déjà chère en finition XSR 900 de base, vu que techniquement c'est une MT-09, on serait en droit d'attendre un tarif similaire, mais non, elle est plus chère. Cette XSR 900 était vendue un peu moins de 10 000 €, et la finition Abarth était vendue 2500 € de plus, et ça c'est pour le modèle de base. Aujourd'hui il y a quand même quelques options dessus, donc on était très facilement entre 13 et 14 000 € pour la moto que je teste aujourd'hui. C'est beaucoup trop cher pour techniquement ce qu'elle a à proposer, quoi. C'est pas une mauvaise moto, mais son tarif est disproportionné. Je sais que c'était une édition limitée et que ça va permettre logiquement d'avoir une cote qui va se maintenir pour ce modèle, mais le fait justement qu'on ne puisse pas retrouver facilement de pièces afin de la maintenir dans le temps, ça va être très compliqué d'utiliser ça sans à chaque fois avoir la boule au ventre à se dire qu'en cas d'accident, on retrouvera jamais la moto qu'on apprécie. C'est une moto récente et en édition limitée, donc forcément le prix d'occasion est élevé. Actuellement, vous ne pouvez que difficilement trouver une XSR 900 Abarth à moins de 9-10 000 €. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait globalement le tour des caractéristiques de cette XSR 900 Abarth. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Si vous possédez cette machine, que ce soit la version normale ou la Abarth, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qui vous a plu sur cette machine. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez modifiées? Est-ce que vous avez ressenti globalement les mêmes choses que moi à sa conduite? Ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine, qui, je le rappelle, en édition limitée à 695 exemplaires, de s'être déplacé jusqu'ici afin que je puisse en faire le test. C'était super sympa de sa part. Et je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous vu que je sors ce genre de contenu très régulièrement. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Allez, ve à tous! Personnellement, j'ai jamais vraiment été fan de l'esthétique de cette XSR 900. J'aime pas le fait que le moteur soit beaucoup trop visible avec tous les tuyaux pour le refroidissement et on voit trop la mécanique qui est pas forcément très jolie. Et je le redis, pour moi le plus gros frein sur cette machine, c'est clairement le tarif qui est assez injustifié.